Bienvenue dans le podcast Partage de coach. Je suis Charline, créatrice du mouvement Partage de coach et je suis ravie de vous accueillir ici. Partage de coach, c'est avant tout une communauté bienveillante, un espace où chacun peut révéler sa zone de génie, partager ses compétences et s'enrichir des expériences des autres. Ce mouvement est né d'une simple envie, permettre à des professionnels passionnés et talentueux de se faire connaître et d'échanger leur savoir et de créer ensemble quelque chose de plus grand. Parce qu'à plusieurs, on va plus loin. Dans ce podcast, vous découvrirez des parcours inspirants, des histoires authentiques et des échanges riches avec des coachs et des professionnels qui partagent leur expertise et leur humanité. Mon intention est de vous offrir un moment de connexion, d'inspiration et peut-être de transformation. Et si ce podcast vous donne envie d'aller encore plus loin, sachez que nous avons une communauté où nous organisons des conférences chaque lundi gratuitement. Les coachs que vous entendez ici animent également des ateliers plus approfondis sur des sujets précis pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, je vous mets le lien juste en bas. Alors installez-vous immédiatement et ouvrez vos esprits. Laissez-vous porter par cette belle aventure collective. Bonne écoute. Hello Lucie, comment ça va? Hello chat, ça va bien et toi? Bah oui, ça va. Bienvenue sur Partage de coach pour cette Merci. interview. Du coup, pour que les gens puissent savoir à qui ils ont affaire, toi, comment est-ce que tu pourrais te présenter justement? Qui es-tu, Lucie? Je suis grande question. Euh, je suis entrepreneur et coach de 25 ans. Je suis passionnée du rapport au temps, de quelle place il a dans notre vie, de comment on l'utilise, au service de quoi on l'investit aussi. Du coup, je me loge vraiment dans la gestion du temps, la productivité, parce que je trouve ça vraiment passionnant d'un point de vue tant humain que scientifique aussi. Donc j'aurais vraiment envie de me présenter déjà sur ce point-là, étant donné que le côté Mmh, contribution au monde, c'est une des valeurs qui est plus importante pour moi, donc à travers ce que je fais. Yes. OK, trop bien. Et toi plutôt, tu quel style de personne, on va dire de manière générale? Je dirais que je suis, avec, beaucoup d'idées à la minute. Déjà, quelqu'un qui a très, dans une forme de d'émulsion, un peu de vie. Je sais que mes amis parfois, voient un petit peu trop une boule d'énergie, qui va un petit peu dans tous les sens quelque part, qui est très stimulée, surtout d'un point de vue, dans le contexte social. Hem Donc je dirais qu'il y a beaucoup de mouvements. J'aime beaucoup le côté dynamique. Dans ma vie, c'est aussi important même d'un point de vue sportif. Il y a énormément de sports que j'ai pu, tester. J'aime vraiment le fait de découvrir vraiment son corps, comment est-ce il est réceptif ou comment est-ce qu'il s'adapte à l'environnement, dans lequel on le met. Hem Et aussi, les retours qu'on m'a fait, là surtout depuis que je me suis lancée notamment sur les réseaux et tout, c'est le fait que les gens me décrivent beaucoup comme étant quelqu'un d'assez apaisant. Que ce soit dans le ton de ma voix, dans le côté, paisible apparemment, et que c'est particulièrement intéressant surtout étant donné que je me loge dans le côté justement, rapport au temps, productivité. Donc on pourrait me visualiser peut-être comme ça. OK. Et si tu devais te décrire là en une phrase, ça serait comment? Je suis une personne qui adore être stimulée d'un point de vue, vie OK. et se sentir en vie, ouais. Et toi du coup, par rapport à ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu en arrives là aujourd'hui? Mmh. Qu'est-ce qui fait que j'en arrive là, au bout d'un quart de siècle de vie sur cette planète? Hem Je pense vraiment que un truc qui a vraiment changé totalement mon rapport au temps, c'est, la prise de conscience du fait que justement notre vie est totalement limitée. Donc, à 10 ans, et comme tous les mardis, mes grands-parents venaient me chercher, à l'école, et on avait l'habitude sur le trajet, d'avoir de grandes conversations, ils me racontaient des histoires et moi je posais plein de questions sur la vie, l'univers, ce que tu veux. Et un jour, j'ai posé cette question de: «Mais, mais quand on meurt, c'est pour toujours?» Et là, je lui réponds: «Oui, c'est pour toujours». Et là, mon corps de petite fille s'est figé, au fond de la voiture, contre son siège, et là, j'ai pris conscience que le temps s'écoulait, qu'à n'importe quel moment, la vie pouvait s'arrêter ou que je ne pouvais pas contrôler ce temps qui passait, tu vois? Et donc voilà, c'est passé de manière assez, brutale pour moi, cette réalisation de la finitude de notre vie et de l'immensité du vide qui nous attend une fois que notre vie est terminée, et que,
n'importe qui peut mourir à n'importe quel moment et je trouvais ça absolument dramatique d'apprendre ça, d'un coup comme ça. Mince, on vit pas pour toujours, mince, on n'est pas comme dans un jeu vidéo, on revient pas quand on n'a pas réussi encore à tuer le boss, tu vois? Et bah, du coup, j'avais fait ce qu'on appelle, du coup, des crises d'angoisse et tout. J'arrivais pas à m'endormir le soir parce que je me disais: «Peut-être que je vais pas me réveiller le lendemain», bon voilà, il peut se passer, plein de plein de choses comme ça. Mais aussi, à ce moment-là, il y a un truc de très grand qui a commencé à naître en moi et c'était vraiment ce besoin, du coup, de mettre du sens dans cette vie, que je percevais comme éphémère. Je me disais: «Bon, bah, si un jour, la vie s'arrête d'un coup et qu'on sait pas quand, autant faire en sorte que ça ait un maximum de sens». Et donc pour moi, c'était, qu'est-ce qui fait que vraiment, on trouve du sens dans notre vie? Et dans mon parcours, notamment beaucoup, dans mes études à l'université que j'ai trouvées extrêmement stimulantes, encore une fois d'un point de vue même intellectuel, hem, bah, je trouvais ça passionnant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un être humain s'épanouit dans le temps qu'il a de vie sur cette terre. Donc je l'ai exploré d'un point de vue très, développemental, humain, d'un point de vue très social, d'un point de vue très psychologique aussi. Heu, donc moi je me suis spécialisée dans tout ce qui est prévention en santé, santé mentale, physique notamment. Et après avoir étudié vraiment, d'un point de vue très, scientifique, ce qui fait qu'un être humain peut vraiment s'épanouir, je me suis dit: «OK, il y a quelque chose de très beau dans la recherche», c'est très stimulant de voir, tout ce que les gens ont pu trouver, sur, ce qui fait que tel être humain aujourd'hui peut, se sentir plus ou moins bien dans sa vie en fonction de son environnement ou quoi. Mais il y avait quelque chose de très protocolaire, tu vois? Genre très, méthodologique, un peu trop cadré presque pour moi. Hem, Moi qui avais besoin du coup de cette part très créative, plus dans la proaction, plus laisser d'espace au côté très relationnel et connexion à l'autre. Bah, du coup, le côté universitaire m'a un petit peu moins parlé et donc c'est pour ça qu'en août, là 2024, en tout cas, je suis partie de mon travail, dans mon poste en recherche universitaire, pour pouvoir plus me lancer sur le côté, du coup, entrepreneuriat qui nourrissait, du coup, cette part, à la fois créative et d'être vraiment plus dans ce côté, multidimensionnel de l'activité qu'on peut avoir tous les jours, d'avoir plus de liberté de choix aussi sur comment est-ce que j'allais vraiment pouvoir impacter des vies et voir des transformations réelles aussi, directement, plutôt que juste les étudier et me poser des questions comme ça peut être le cas beaucoup à l'université et ensuite, pour vraiment percevoir, un impact ou du moins avoir la perception que je peux avoir un impact bien plus profond pour aider les autres, la voie du coaching, là, c'est invité. Et c'est là que du coup le combo a fait qu'à l'heure actuelle aujourd'hui, je n'ai pas trouvé meilleure forme que de continuer cette quête, de mieux comprendre cette quête de comment fait-on pour vraiment percevoir du sens? Comment fait-on pour vraiment s'épanouir du coup dans cette vie actuelle que l'on est tous en train de vivre à l'heure actuelle? Heu, que la forme que j'ai trouvée à l'heure actuelle en tant qu'entrepreneur et coach, pour répondre à ta question du coup. Et tu m'as dit que tu avais fait des études universitaires. Du coup, toi, c'est quoi ton parcours, en termes d'études, tu as fait quoi comme études? Yes. Alors je suis partie dans les sciences de l'éducation parce que je m'étais dit que déjà de base, c'était la filière dans laquelle je pourrais toucher le plus de disciplines possible. Vu que je m'intéressais à tout, j'avais besoin d'avoir la dose d'un petit peu tout et en même temps, à l'époque, vu que bon, à l'époque, c'était une grande quête du coup de savoir quelle activité j'allais trouver dans ma vie à faire parce que je comprenais que le travail, l'activité professionnelle qu'on choisissait, alors à cette époque-là, en tout cas, je me disais: «C'est ce que je vais passer le plus de mon temps de vie sur terre à faire. Donc il faut absolument que je trouve le truc qui me passionne, qui m'épanouit» et je m'étais mis beaucoup de pression, à ce sujet et donc je me disais: «Au moins là, par sécurité, j'ai un panel incroyable de disciplines» et le côté professorat des écoles me parlait beaucoup, donc de devenir maîtresse des écoles. Parce que je me disais: «Bah là, il y a le développement humain, il y a beaucoup de disciplines différentes, tu jalonnes sur beaucoup de choses». Et au cours du coup d'une licence en sciences d'éducation que j'ai faite sur Montpellier, heu, bah là, j'ai fait des stages dans des écoles, différents types d'écoles même, privées, publiques, dans des écoles, plus des classes inclusives, donc pour les situations en situation de handicap, un peu de tout. Hem et il y a des à chaque fois, il y avait toujours ce truc de je sens qu'il y a un truc qui cloche ou que une forme d'incohérence et je me disais, «Il y a un truc qui va pas» et je me projette pas vraiment finalement totalement dans ce métier. Hem C'est là que bon, bah, j'ai paniqué déjà, parce que je me suis dit, «Tout le monde dans ma promo se dirige pour aller, vers le professorat des écoles», ce genre de choses et moi j'ai l'impression que ça me parle plus trop à l'heure actuelle. Vraiment cette idée de recommencer chaque année la même chose avec un groupe de classe et d'avoir vraiment une forme d'ambition de: «Je veux
vraiment avoir une forme d'impact sur l'épanouissement humain, tu vois? Mais j'avais vraiment cette sensation d'être bridée, d'être, un peu encloîtrée, que ce soit par rapport au système éducatif, à cette époque-là ou même encore actuelle, ou plein de choses, les parents d'élèves, ce genre de choses. Du coup, je me disais: J'ai l'impression que je vais me sentir bloquée, en fait». Et donc, j'ai paniqué et à ce moment-là, hem, je pars en césure. Donc une année de césure, vraiment, c'est l'idée, qu'on coupe on fait une année de pause, sauf qu'on reste dans le cursus universitaire. Donc officiellement, j'étais encore étudiante à ce moment-là, d'un point de vue administratif, et je suis partie en Espagne, à vivre une totale, autre expérience, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser de très, 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 très près au développement personnel. Donc ça, c'était 2021, covid, sacrée expérience à cette époque-là, et ce qui était incroyable dans cette expérience, c'était que, entre du coup tous les éléments, que je consommais de manière, des podcasts, des livres, sur la psychologie, encore plus sur les centrés sur l'être humain, sur se connaître soi, tu vois? Je trouvais ça vraiment passionnant, et en plus, j'étais dans un environnement où personne ne me connaissait. Je pouvais être un peu qui je voulais et développer ce que je voulais, sans qu'il y ait le temps de forme d'étiquette ou quoi que ce soit, tu vois? Encore à mettre, et donc cette année, elle a été hyper crucial pour moi dans mon parcours, parce que c'est cette année-là où je me suis dit: «En fait, j'ai des ambitions. En fait, cette quête qui a commencé dans ma tête à germer à 10 ans, ça a du sens encore aujourd'hui, et j'ai envie de me rapprocher encore plus de, cette compréhension de qu'est-ce qui fait qu'on peut vraiment s'épanouir dans notre monde, dans notre vie à tout un chacun». Et donc, en sortant de cette année-là d'Espagne, je me suis dit: «OK, je veux continuer à apprendre plein de choses». Je me pose beaucoup, 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 beaucoup de questions encore, donc je choisis un secteur en recherche à l'université, et c'est là que je vois, en fait, c'était hyper stimulant intellectuellement pour moi, vraiment le fait de pouvoir me poser, plein de questions, de pouvoir me nourrir de plein de travaux et d'études qui ont été réalisées par des personnes qui ont dédié leur vie parfois à certaines questions très spécifiques sur, tant d'un point de vue très psychologique sur l'humain que social, que comprendre, différentes questions, ouais. Qu'est-ce que c'est le bien-être? Comment est-ce qu'on peut le catégoriser? Comment ça quel impact ça peut avoir en fonction de l'environnement, de la culture dans laquelle on est aussi? Parce que pareil, le bien-être, le sentiment d'épanouissement dépend totalement de ce genre de choses. Enfin, je trouve ça passionnant, vraiment, et donc je suis restée dans vraiment, le secteur, sciences de l'éducation, encore une fois en master, et je me suis spécialisée, vraiment dans le champ et recherche et prévention en santé mentale et physique. Donc ça, c'est pour te raconter un peu mon parcours. Et à quel point, ça fait écho par rapport à toi, ta vie, ce que tu as vécu personnellement justement, le fait de s'intéresser autant à la santé mentale? Dans mon entourage, niveau santé mentale, j'étais, personnellement affectée, étant donné que j'ai rencontré plusieurs proches, enfin, j'ai eu plusieurs proches dans ma vie qui, heu, étaient dans des formes de dépression, et voire même des tentatives de suicide. Et du coup, ça dans mon paradoxe, enfin dans ma tête, je me disais: «C'est ouf que, déjà de base, on n'a pas le choix que de vivre une vie qui est limitée, mais en plus, il y a des personnes qui sont tellement mal dans leur vie, qui ressentent une souffrance tellement énorme, qui ne voient pas d'autre issue que de mettre fin à leur vie». Et je trouvais ça très difficile à comprendre, tu vois? Et en même temps, je me disais: «Faut absolument aider ces personnes». Bon, dans le passé, du coup, le fait de vouloir absolument aider des personnes qui vont à ce point mal, je pense que ça nous touche nous aussi également. Hem Mais là, du coup, voilà, c'était hyper intéressant d'essayer de d'essayer de comprendre déjà pourquoi moi ça me challengeait à ce point qu'une personne puisse faire le choix, elle, de mettre fin à sa vie, et pourquoi moi, à quoi moi ça faisait réellement écho, tu vois? Mais juste le fait d'avoir côtoyé ces personnes, d'avoir une dimension un peu syndrome du sauveur aussi, de vouloir vraiment essayer d'aider, bah, il y a plein de questions qui se sont soulevées à ce moment-là, mais en tout cas, surtout ce qui était plus challengeant pour moi, c'était un sentiment énorme d'impuissance, parce qu'il y a plein de choses dans la psychologie qui se produisent dans des étapes dépressives. La dépression, c'est une maladie qui est vraiment très grave et qui peut se développer, sous différentes formes aussi, physiques et de comportements différents. Heu, mais vraiment, pour moi, c'était l'antagonisme de tout ce que j'essayais de vraiment de faire, et je me disais, sans faire peur aux gens, sans dire, «Il faut absolument que l'on ait cette quête d'épanouissement, de se sentir absolument bien». Il y a pas une quête de performance, de bonheur ou quoi que ce soit, mais en revanche, il y a des personnes qui souffrent d'une manière certaine. Hem En soi, on peut tous passer aussi par des époques vraiment très compliquées dans notre vie, et là, je me dis: «Ça n'a pas de sens que des êtres humains souffrent autant, alors qu'ils sont là dans ce monde, ils sont pas arrivés là par hasard», tu vois?
Donc pareil là-dessus, je continue d'avancer sur, ces propres réalisations-là et incohérences que je peux percevoir. Mmh. Ouais, c'est intéressant et je me pose la question justement, mis à part, bah, le côté, que les personnes vivent des choses et qu'au final on n'est que comme solution d'aller vers soit la mort ou autre et de rester dans cet état-là. Mmh. Moi, je me pose la question, toi, au niveau de ta propre santé mentale et physique, toi, tu as dû forcément aussi être challengé par certaines choses personnellement pour justement en prendre, conscience. Je me dis, est-ce qu'il y a des challenges, toi, niveau santé mentale et physique, qui t'ont toi-même rendu, peut-être, te dire: «Ça a pas de sens» ou comme tu le dis et que tu as passé des steps justement? Mais à ton sujet, toi? Ouais, carrément. Ah, il y a eu 2 gros moments, je dirais. Mais moi, de mon côté, ça a été, l'épisode dont là je peux te parler, c'était 2018-2019, donc quand j'étais au lycée. Hem, J'avais une quête à un moment de tellement je voulais faire bien les choses, tellement je voulais être cette personne parfaite de sa propre vie, que je suis arrivée à tomber dans un excès de perfectionnisme que j'ai particulièrement essayé de matérialiser par rapport à mon corps. Du coup, il s'agit d'anorexie mentale et d'orthorexie. Hem Et ça, c'était vraiment un épisode qui m'a beaucoup appris parce que, tu vois, j'étais vraiment tombée dans ce truc de au début, tu te dis, «C'est juste que je veux être en performance, je veux faire bien, je veux vraiment me dépasser sur plein de plans». Donc d'un point de vue intellectuel, je voulais taffer comme une tarée au lycée pour avoir, la meilleure note que je pouvais au bac et j'avais vraiment des goals, pour plein de trucs d'un point de vue perso, de vraiment, remplir, te cocher un peu toutes les cases, tu vois? Et le truc, c'est qu'à un moment donné, bah, je me rendais compte qu'il y avait plein de choses que je pouvais pas contrôler autour de moi. Que les gens, par exemple, se sentent heureux ou pas. Prenons un exemple basse, mais qui était quand même, très parlant à l'époque. Hem, alors il y avait des personnes autour de moi, au niveau relationnel, ça a explosé, tu vois? Et vu que les relations et la connexion aux autres, pour moi, c'était extrêmement important, bah, voilà, il y avait des choses que je percevais ne pas contrôler. Or, j'avais trouvé une zone de contrôle incroyable que je portais avec moi tous les jours, à chaque seconde de mon existence, qui n'était autre que mon corps. Mmh. Et du coup, d'avoir, ce sentiment de contrôle, maximum sur, à quoi, pouvait ressembler mon corps, du coup à perdre du poids, à ce que j'allais mettre dedans, ce genre de choses, bah, ça donnait un sentiment de satisfaction, mais totalement euphorique, tu vois? Sauf qu'à un moment donné, tu arrives à un certain point, même physiologiquement, ton corps n'est plus assez bien parce que tu lui donnes moins de nutriments, il perd du poids alors qu'il est pas censé en perdre, sauf si tu en cas de pénurie ou quoi. Du coup, il commence à se mettre en pause sur plein de trucs. Du coup, par exemple, émotionnellement, bah, je ressentais beaucoup moins de choses. Les hormones, ça fonctionnait beaucoup moins bien. Du coup, il dit: «Bon, bah, on n'a plus beaucoup de quoi donner, à manger à ce corps, on va tout mettre au niveau du cœur, des poumons, du rein pour qu'elle survive. Mais bon, avoir des bébés, c'est pas très important, donc plus de menstruation, plus de vraiment variation hormonale, plus de libido, plus vraiment trop après, tu vois, d'appétit, d'envie de faire les choses et à un moment donné, le truc qui m'a le plus frappée, dont je me souviens le plus, c'était vraiment d'avoir une forme de je perçois une forme d'apathie, je ressentais plus trop vraiment les choses. Genre, je me disais: «Tiens, dans cette situation, dans le passé, j'aurais envie de pleurer, j'aurais envie de sourire, de rire» et là, je voyais qu'il y avait plus rien qui se passait, tu vois? Genre, le niveau émotionnel, c'était très particulier et pourtant, j'avais cette conscience-là que les émotions, elles nous rendent, très vivants, elles nous donnent des informations assez intéressantes. Et là, je ressentais comme une forme de vide, en fait et heu, ouais, à pousser à l'extrême, tu vois? Une forme, de fonctionnement très robotique. J'étais tellement, hyper cadrée, hyper rigide envers moi-même, sur l'organisation de mon temps, mais aussi, du coup, bah, sur mon corps, sur, comment j'allais bouger, même en termes sportifs. Vraiment, je chronométrais, millimétrais, mesurais tout, 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 tout pour avoir une forme de contrôle sur ce que je pouvais un maximum. Le moment où, tu vois, au début, tu te dis: «Ouais, c'est cool», tu sens de la performance, tu vois, des résultats, c'est incroyable, du coup, tu as une forme d'euphorie vraiment. Sauf que vraiment, à un moment, tu te rends compte dans ce moment robotique et qu'autour de toi, il y a des impacts, qu'en fait, tu contrôles plus vraiment les choses. C'est-à-dire, tu es tellement rentré dans un cercle addictif, parce que c'est une forme d'addiction totale, bien sûr, aussi l'anorexie ou à la perte de poids, voir les choses, totalement mesurées, enfin voilà, sous plein d'autres formes, on peut percevoir ça. Ça dépend bien sûr des comportements des personnes, mais une forme de difficulté de retour en arrière et à chaque fois que tu flanches, ne serait-ce qu'un tout petit peu, que tu sors en dehors de tes petites règles, ton cadre, de l'organisation que tu te fixes,
bah, en fait, tu es 10 000 fois plus sévère avec toi-même qu'avec n'importe qui d'autre. Il suffit d'avoir mangé, un morceau de pomme de trop pour te dire que tu es la pire personne au monde, par exemple, tu vois? Que tu n'es pas capable de tu es pas capable de résister à ce pauvre morceau de pomme, mais que vas-tu faire de ta vie? C'est tellement excessif qu'au bout d'un moment, tu te dis: «Ça n'a plus vraiment de sens». Je me crée ma propre source de souffrance et jusqu'à un jour vraiment où, je me rappelle où je sortais d'un restaurant et où du coup, j'avais essayé de manger un peu comme tout le monde et là, je me disais: «Ça va être irrattrapable. Genre ce repas, c'est irrattrapable». Et je me revois penser à ce moment-là, la souffrance est tellement importante, la douleur, le niveau de douleur est tellement important et en plus, tu as une forme de désespoir total à l'idée de pouvoir guérir parce que du coup, même à cette époque, à un moment donné, quand j'ai compris ce qui se passait, que je n'arrivais plus moi-même à remanger normalement, j'ai demandé de l'aide. J'en ai parlé à mes meilleures amies au début, je suis allée dans un hôpital, on m'a beaucoup aidée. Mais il y a vraiment ce moment-là où, je me suis dit, en fait, ouais, c'est tellement de souffrance que la seule chose qui permettrait d'arrêter les choses, parce qu'apparemment je n'en suis pas capable moi-même, ça serait tout simplement de mettre fin à mes propres jours. Et c'est là que je suis moi-même rentrée dans ce truc de très contraste, très paradoxal de ce qui s'est de ma quête dont je t'ai pu parler, de réalisation quand j'avais 10 ans. Et là, de me dire: «Bah, j'arrive à ce jour où j'ai même pas, j'ai à peine 20 ans, j'avais à peine 19-20 ans, ouais, et je pensais déjà à me dire: "Bah, en fait, ce monde est trop plein de souffrance"». Et j'étais très sincère quand je le pensais. Puis il y a un truc qui m'a fait remonter, genre, une parole en particulier d'une personne qui était avec moi à ce moment-là, quand on est ressortis du restaurant et qui m'a fait mettre cette toute petite graine de: «Franchement, si j'ai pas tout donné encore, c'est qu'il y a encore peut-être une possibilité et tant que j'ai pas vraiment, vraiment, vraiment tout donné, alors je n'ai pas encore le droit d'abandonner. Sinon je me raconte juste une histoire que, voilà, c'est fatal, tout va s'arrêter». Mmh. Et du coup, après, c'était la remontada. Il y a eu plein d'échecs et bien sûr, enfin plein de gros moments où c'était vraiment pas drôle, mais cette remontée jusqu'à surtout trouver une forme de d'épanouissement et de sens à travers le développement personnel parce que je me disais, en fait, et voilà, il y a plein de choses qui sont dures, plein de choses dont on n'a absolument aucun contrôle sur dans notre vie, quelqu'un tombe malade, quelqu'un, tombe dans une dépression, une météorite nous tombe dessus, demain peut-être après les courses, je ne sais pas. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est une certitude. Mais par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est le sens que l'on décide de mettre dans la journée qui est en train de se produire, tu vois? Ou juste, le sens qu'on a envie de mettre dans notre raison quelque part d'être, là, maintenant, tout de suite, à la seconde même. Comment on décide, de pouvoir interagir avec les autres, ce qui compte pour nous et ce chemin vraiment de développement de soi, de qu'est-ce que ça donne si je me laisse la chance d'évoluer, de mieux me connaître? En fait, potentiellement, je peux aider des autres. Qu'est-ce que en fonction de nos valeurs, bien sûr, ça va résonner différemment, mais vraiment là, de trouver du coup une forme de nœud de sens à travers cette idée toujours de développement humain et bref. Donc ça a été, la grande remontée et c'était surtout, bah, du coup en Espagne, là, ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Ça probablement ça a sauvé beaucoup de choses chez moi. Ce moment de reculement social du monde. Et justement, là, aujourd'hui, toi qui as le recul, vis-à-vis de cette situation qui est arrivée, quel Mmh. sens ça a pu donner pour toi justement de vivre ce vide, cette rigidité envers toi-même, que ce soit mental ou physique? Quel sens ça a eu pour toi de le vivre? Mmh. Bah, beaucoup parce que, en fait, je me suis rendu compte, tu vois, dans cette, forme de rigidité excessive d'ordre, hem, de contrôle et de maîtrise totale sur, ce que je percevais, en tout cas, comme, quelque chose de sain. Hem, pour moi, ça manquait totalement d'humanité. Comme je te l'ai dit, à un moment, il y a vraiment eu ce truc de je flanche en termes presque robotiques, je ressens plus vraiment d'émotions, je sais plus pourquoi je fais vraiment les choses. Je les fais, je peux avoir de très bons résultats, mais il y a une forme de d'humanité qui s'est évaporée vraiment et c'est là que j'ai vraiment compris que on peut foncer ou on peut tous être très performants dans un domaine, j'en suis vraiment intimement persuadée, surtout si on optimise, si on pousse, si on place des stratégies, si on met des stratégies en place. Mais si ces choses-là ne sont pas pourvues de sens ou d'une motivation qui va vraiment, nous venir de nos tripes, bah, en fait, on se transforme plus en machine qu'en être humain, tu vois? Et pour moi,
cette expérience-là de rigidité extrême m'a montré à quel point la vie n'est pas rigide. Elle n'est pas linéaire. Il y a Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre monde est littéralement hyper chaotique. Donc l'idée de rester rigide face à quelque chose qui est, hem, hyper dynamique et inanticipable, c'est, se mettre dans une forme de souffrance soi-même, tu vois? C'est, manquer de flexibilité, de fluidité par rapport aux événements, aux aléas et tout. Et je pense que manquer d'adaptation, de flexibilité, de fluidité, d'humanité pour le coup aussi, c'est juste quelque chose qui va nous isoler du monde et nous laisser dans une forme de perception de la vie qui est extrêmement, mmh, froide. Et Mmh. pour moi, dans cette quête-là de compréhension, d'épanouissement humain, clairement, ce côté trop rigoureux, trop froid n'était pas ce que je trouvais sens à pour l'être humain en tout cas et qui ne rentre pas très aligné par rapport à son fonctionnement même quand je l'étudiais surtout d'un point de vue universitaire. Moi, du coup, ce que j'entends, c'est surtout que, bah, quelque part, on n'a pas le contrôle sur tout, que Mmh. c'est pas nous aider que de se mettre dans une, case rigide de ce qu'on doit être, ce qu'on doit faire et cetera, parce que ça correspond pas au monde dans lequel on vit et que la seule maîtrise qu'on a, heu, dans notre vie, dans ce qui se passe, c'est de donner du sens par rapport à ce qu'on est. Mmh. Et quand tu donnes du sens, c'est comment tu investis chacune de tes secondes, de tes minutes? Quelle est la personne que tu es à cet instant où tu t'adonnes à une activité ou à juste ne rien faire aussi? Mais ce sens-là vient de juste: qu'est-ce que je décide d'être, de vivre, de faire, de décider là, maintenant, à cette minute qui s'écoule dans un néant et qui tombe dans le néant quelque part, à la seconde où on en parle aussi, mais qu'on reste cette personne qui est quand même lucide et consciencieuse de comment ce temps qui m'est donné de vie, je l'utilise. Qu'est-ce Mmh. qui fait vraiment sens pour moi? Parce que c'est pas forcément tirer à la performance ou avoir cette idée de réussite, de succès dont on peut voir dans les magazines, hein. C'est vraiment, toi, ta réussite, est-ce que ça va être juste, de rester hyper centré sur toi-même quand il y a une personne qui te hurle dessus? Et de trouver sens au fait de, heu, en juste regardant cette personne, en pouvant accueillir son émotion et toi en restant totalement intègre face à quelque chose que tu n'as absolument aucun contrôle sur. Enfin, quand tu investis cette minute à rester centré sur toi, à rester calme, à accueillir cette personne, qui tu deviens à ce moment-là, qui a du sens pour toi, tu vois? Mmh. Et ouais, de pas se laisser emporté par le flot des urgences et de comment tu as l'habitude de fonctionner, tes habitudes, mais plus d'être de manière plus consciencieux de comment tu vis là, cette minute. Mmh. Et là, par exemple, s'il y a une personne qui nous écoute et qui vit justement ce que tu parlais tout à l'heure, cette sensation de perfectionnisme, ce vide, même de quelqu'un qui voit pas le sens forcément de ce qui se passe dans une situation qui peut peut-être être très complexe, ce Mmh. serait quoi le conseil qui pourrait, lui être utile, Déjà, ça serait de pas rester seul. Juste dans ce côté de perfectionnisme, de performance à outrance, même un des plus grands sportifs que vous pouvez connaître ou idéaliser, d'un point de vue olympique, a besoin d'une sphère humaine, tu vois? Juste ne serait-ce que pour avoir cette possibilité de poser ce qui se joue en la personne. Heu, Quand on tire beaucoup sur la performance, c'est quelque chose de très inspirant pour moi, je trouve et en même temps, ça reste un être humain, tu vois? Qui a ses propres, rythmes et variations d'énergie, qui a ses propres bagages aussi et qui font que, le fait vraiment de se poser dans une sphère avec une présence et de savoir que la possibilité est là de partager, ce qui se passe dans sa tête, là, à la minute, par rapport à tout ce qui peut challenger la personne. De savoir jusqu'elle a cette possibilité avec une personne, hem, je pense que c'est déjà s'offrir une sphère où rien que là, ça peut aider à avancer sur, ce qu'elle est en train de traverser, tu vois? On n'est pas forcément dans la résolution directe de qu'est-ce qu'on peut faire pour, directement aller mieux ou quoi, mais juste, si vous avez une personne, qui, proche de vous, qui est capable juste d'accueillir ce que vous dites, de ne pas rester seul avec ce qui se passe, genre cette volonté-là de perfectionnisme à outrance ou de pourquoi est-ce qu'il y a autant de rigidité et pourquoi est-ce que je ressens ce sentiment insupportable-là de, je ne sais pas,
de froideur, de, j'ai l'impression de crouler sous la somme de choses que je souhaite, faire. Juste d'avoir cette possibilité de le confier à quelqu'un, même peut-être à un inconnu, si ça vous parle plus. C'est vraiment le premier step, moi, que je conseillerais. On est clairement des animaux, sociaux. On a besoin de la présence des uns des autres et sans même rien vouloir changer, le simple fait de savoir qu'on peut se confier ou au moins juste avoir une présence, c'est déjà extrêmement aidant. D'après toi, qu'est-ce qui fait que pour certaines personnes, leur vie, elle a pas de sens? Mmh. La plupart des personnes avec lesquelles je parle, donc je te donnerai surtout une appréciation de ce que moi j'ai pu me faire du monde et des échanges que j'ai eus. Souvent, c'est parce qu'elles ont passé beaucoup de temps de leur vie à suivre le sens entre guillemets de quelqu'un d'autre, ou d'une entité extérieure, ou des injonctions de la société. Donc tu as tellement été habitué à prendre le sens extérieur à toi-même que c'est difficile de savoir au bout d'un moment qu'est-ce que tu veux vraiment ou qui tu es vraiment. C'est normal. Tu as juste été un élément qui participait pour autre chose et c'est OK. On peut le voir dans certaines communautés ou autres, bien sûr. Mais, vraiment, c'est pour une personne qui a du mal à trouver du sens, c'est souvent parce qu'elle a pris le sens de quelque chose d'autre, extérieur, d'une autre personne, une vérité, qu'elle a intégrée dans sa propre vie et qu'elle a tellement été habituée à servir, son quotidien que le jour très inconfortable en plus souvent, de se demander: «Mais en fait, à quoi bon tout ce que je fais?» Genre, est-ce que ça a vraiment du sens, de le faire pour telle chose, telle personne extérieure? Bah, c'est hyper inconfortable, voire, peut-être même traumatique le moment où on en prend vraiment conscience. Je suis plus sûre de répondre à ta question. Tu peux me la reposer si jamais tu sens qu'il y a quelque chose ou la repréciser si tu sens que je peux donner un élément supplémentaire? L'idée, c'était juste de savoir justement qu'est-ce qui fait que quelqu'un, n'a pas de sens forcément, dans sa Mmh. vie. Du coup, tu as répondu, sous forme, que, si la personne vit, dans le sens de quelqu'un d'autre plutôt que dans le sien, bah, forcément ça a pas de sens. Mmh. Surtout que quand tu vis vraiment dans le sens d'une autre personne ou de quelque chose d'extérieur juste, c'est comme si tu mettais en sourdine une part de toi, tu vois? Celle qui peut connaître son identité, celle qui a sa propre, façon de vouloir voir le monde, de vouloir percevoir le sens de sa vie et aussi de ce temps qui passe pour elle dans sa propre vie par rapport à ses propres valeurs, ce qui est vraiment important pour elle dans sa vie. Hem, yes, alors on est vraiment là-dessus. Ouais, quelque part, moi ce que je ressens aussi, c'est que heureusement que, quand ça n'a pas de sens, tu te sens mal parce que quelque Mmh. part, si tu te sentais bien alors que tu vivais dans le sens de quelqu'un d'autre, bah, je suis désolée, mais le message que la vie t'envoie, c'est juste de faire ta vie. Donc si tu te sentirais bien à vivre dans le sens de quelqu'un d'autre, ça serait juste, ne pas avoir le signal de sécurité: «Eh oh, tu passes à côté de quelque chose qui est toi-même, qui est quand même important». Mmh. Je suis bien d'accord. Donc heureusement quelque part que quand ça a pas de sens, on se sent mal et Mmh. Tu vois, on est beaucoup conditionnés et de ce que je perçois dans la culture française, en tout cas, tu arrives dans une école et on t'apprend comment tenir un stylo et on t'apprend à lire, tes premiers petits livres, d'enfants et on t'apprend que, ceux qui sont doués en maths, et en physique et sciences et ceux qui iront le plus loin dans l'échelle sociale, enfin, il y a beaucoup ce truc de tellement il y a un grand cadre qui est là pour, d'un point de vue, bah, culturel et social, nous permettre de nous développer, de fonctionner tous ensemble, tout ça, OK. Mais on est tellement habitués à être dans une forme un peu d'obéissance, mais avec peut-être un peu moins d'espace, tu vois? Pour l'esprit critique, pour, des formes d'introspection, de connaissance de soi. Je ne sais pas si tu te souviens, toi, d'un exercice à l'école ou au collège quand tu avais demandé sur toi-même, à part te présenter, dire combien tu as de chats et quelle est ta couleur préférée en anglais. Je suis pas certaine qu'on ait vraiment demandé, comment on fait pour se connaître un petit peu plus soi, juste avoir des questions, genre juste, qu'est-ce qu'on peut faire plus tard quand on est vraiment grand à part pompier et princesse? Il y a d'autres trucs, il y a en fonction de ce qui nous plaît le plus, en fonction de personnages qui nous inspirent dans les livres. C'est prendre le temps de savoir et de connaître qui on est vraiment et c'est quelque chose qui me semble absolument essentiel pour percevoir aussi du sens dans pourquoi on est là. On n'est pas là juste pour être des enfants, de nos parents,
pour être un élève numéro 42 dans l'école, ou être juste le voisin de cette personne. On est aussi juste une personne intègre. Et en tout cas, dans ma perception, je n'ai pas beaucoup perçu cette place-là de connaissance de soi à l'école, au collège, au lycée. Et je pense que c'est quelque chose qui aiderait énormément pour trouver davantage de sens à pourquoi on est là. Ouais, parce que quelque part dans les même, avec nos parents et cetera, on nous dit beaucoup, bah, on doit faire ci, on doit être comme ça, tu dois faire ça pour obtenir ça. Mais la Mmh. réalité, c'est que, c'est des règles bien strictes, dans lequel, comme tu dis, on vit dans un monde qui est mouvant et on nous met des règles strictes qui ne fonctionnent pas forcément dans un monde qui est mouvant. Et l'idée, c'est de repérer, comme tu disais, bah, OK, tout ce que j'entends de l'extérieur, bah, comment est-ce que moi je me retrouve là-dedans? Et on nous pousse pas forcément à ça. C'est-à-dire que si on le sait pas et qu'on n'est pas informé sur le fait: «OK, j'entends mes parents dire ça, j'entends l'école dire ça, j'entends les autres dire ça, mais par contre moi ce qui me correspond c'est pas ça». Et Mmh. d'accepter que, OK, moi ce que je veux c'est pas ce qu'on dit et de se sentir aimé malgré tout. Parce que derrière il y a aussi Mmh. ce truc de s'accepter par les autres et tout, heu et et beaucoup de gens ne trouvent pas de sens dans leur vie parce qu'ils sont happés par ça toute leur vie, je pense aussi. Mmh mh. Mmh. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et tu vois, il y a vraiment cette intégration-là du paradoxe que j'ai trouvée grâce, du coup, pour le coup, à cette effusion intellectuelle, à la fac, dans des cours qu'on pouvait avoir sur, épistémologie, sur, du sens, la psychologie sociale, ce genre de choses, ou même du développement cognitif d'un apprenant. C'est vraiment le fait de pouvoir intégrer 2 choses paradoxales. La première, le fait qu'on ait un cadre qui nous permet de vivre ensemble, en société, dans la famille, on rentre dans une maison, ben, on s'adapte à un cadre, pour qu'on puisse fonctionner tous ensemble. Si j'arrive chez toi et que, j'ouvre le robinet et que j'ouvre le truc de la baignoire et que je laisse l'eau couler et que je mets, de la farine partout, je sais pas ce que c'est, n'importe quoi. Je ne vais pas respecter le cadre de vie respectueux que tu as envie que les gens puissent avoir dans ta maison. Donc le fait qu'il y ait un cadre, c'est top. C'est ce qui nous permet de connecter encore plus avec les autres, de pouvoir, nous arrêter quand le feu est rouge et non pas d'aller se tuer, avec une autre personne malheureuse qu'on aura croisée sur ce rond-point parce que du coup on aura passé au rouge. C'est une forme d'adaptation qui nous permet de nous synchroniser, de vivre ensemble en tant qu'être humain. Donc ça, c'est top et même pareil à l'école. On nous apprend plein de trucs parce que, dans ce système-là, on nous dit: «Bah, voilà, on a besoin d'apprendre telle chose pour nous sentir adaptés par rapport aux études» et cetera. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, il y a vraiment cette part d'esprit critique pour moi qui est extrêmement importante. Qu'est-ce qui fait que de moi-même en tant qu'être humain, je peux percevoir ce cadre qu'on me donne? OK, je vois ce cadre. Mais en même temps avoir cette liberté intérieure de dire: «Moi, qu'est-ce qui me va? Qu'est-ce qui me correspond pas?» Parce qu'on peut se laisser cette liberté, mentale de savoir qu'est-ce qui nous correspond vraiment. Parce que vu que je me connais, parce que je sais ce qui est important pour moi, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je tolère, ce que je ne veux pas tolérer ou ni cautionner, bah, en fait, j'ai une forme de liberté intérieure qui fait que je peux choisir de dire oui ou non à ce cadre qui me plaît ou pas, mais aussi d'avoir cette réalité-là que je ne vais pas, mettre en mode silencieux ou en mode off, alors que ça fait en partie intégrante de ma personne et de mon identité, tu vois? Du coup, esprit critique et cadre, pour moi, sont totalement, comment dire? Dans le c'est un paradoxe, mais dont on a besoin à l'heure actuelle, tu vois? Et Oui. pour vivre ensemble et pour s'épanouir. Mais ensuite, quand on dit qu'il y a que ce cadre et qu'on doit absolument respecter que ce cadre et que notre personnalité doit totalement se mouler à ce cadre, bah, là, c'est là que pour moi, du coup, on ne vit pas vraiment sa propre vie, mais on vit juste pour s'adapter à ce moule-là. Toi, d'après toi, là, c'est quoi, ta zone de génie à toi? Mmh mh. Moi, j'adore connecter avec les gens, je crois. Je m'en rends de plus en plus compte ces 2 dernières semaines-là, après avoir rencontré, des gens au hasard. Hem, je pense qu'une des formes de génie, c'est le fait d'être tellement intéressé de l'humain, tu vois? De ce qui se passe dans sa tête, ce qui fait qu'il peut se sentir bien ou pas, les émotions qui le traversent, ce qui fait qu'il fait tel ou tel choix. Hem, je sens que quand j'entre en relation avec les autres, il y a une forme je me sens, particulièrement dans ma zone. Je vois pas le temps passer. Comme là, je voyais vraiment pas le temps passer, depuis qu'on a commencé à échanger ensemble. Hem et je me sens très pleine d'énergie aussi, tu vois? Je sens que
ma tête est complètement full avec toi, alors que pourtant je peux t'assurer que niveau concentration, tous les profs que je pouvais avoir au collège pouvaient me dire que cet élève a des grandes difficultés de concentration. Bon là, je peux t'assurer que dans les échanges que j'ai, là avec toi, je suis pleinement présente, je me sens hyper connectée, riche de l'intérieur et avec une connexion humaine, tu peux avoir tellement de choses, j'ai l'impression. Tu peux ressentir tant de bien-être, quand tu un bonheur, que tu peux être hyper intrigué que quelqu'un te renverse ton monde, mais du coup, c'est hyper stimulant intellectuellement, que tu peux, créer une amitié, incroyable. Tu peux rencontrer, la personne avec laquelle tu vas passer le reste de ta vie. Tu peux connecter avec quelqu'un qui va te donner une phrase qui va changer littéralement ta manière de penser. Tu peux développer une activité incroyable, entrepreneur. Tu peux, tu peux peut-être, faire en sorte que quelqu'un passe une toute petite meilleure journée juste parce que tu lui as adressé un tout petit sourire. Genre, je trouve ça énorme, tu vois? Je trouve ça hyper, puissant, le la connexion et la relation à l'autre. Donc je dirais que là-dedans, je me sens dans une forme de zone de génie parce que j'ai l'impression qu'il y a une infinitude de possibilités, derrière la relation et le contact à l'autre, ouais. Voilà, s'il y aurait un truc que tu aimerais, je sais pas, partager, ça serait quoi? Mmh. Un truc que je devais partager, genre un peu, message? Oui, quelque chose, je sais pas, peut-être une expérience, un truc, que toi tu trouves vraiment utile là, si tu avais, Mmh. truc qui pourrait impacter, plein de personnes, ça serait Ouais. Bah, la dernière fois que j'ai partagé, une métaphore, ça a beaucoup parlé à des personnes sur l'angle, de la priorisation. Vu que comme je te disais au tout début, notre temps est vraiment limité d'un point de vue, métaphysique. Et ce qui compte quand je parle comment on investit chacune de nos minutes, c'est en fait, cette minute, cette journée, ces 24 heures, cette semaine, si je fais ce qui compte pour moi, alors j'ai un sentiment de satisfaction, d'accomplissement, d'avancer, de me développer. Et donc pour moi, la priorisation, savoir ce qui est prioritaire pour soi et non pas ce qui est urgent pour le monde, pour les autres, c'est quelque chose qui apporte énormément. Tant en termes de résultats, pour toi qui peut être coach, pour, une grande entreprise qui a un impact énorme sur une population particulière. Le fait de vraiment prioriser dans un monde chaotique où tout change à la seconde, chaque minute, il y a des urgences qui nous tombent dessus, des imprévus et c'est comme ça, c'est les aléas du du monde. Bah, quand toi, tu sais ce qui est important pour toi, quand tu sais ce qui est prioritaire dans ton mois, dans ta semaine, dans ta journée, tu mets encore plus les chances de ton côté que de vivre et de te rapprocher de ce qui compte vraiment pour toi. Donc, si je vais partager quelque chose parce que je sais que ça peut mettre beaucoup de pression, c'est quoi, mon one thing? C'est quoi, le truc que si je le fais changera radicalement tout le reste dans mon monde, dans ma vie? Qu'est-ce qui, si je le fais aujourd'hui, va rendre tout plus facile, plus fluide, va me donner cette sensation un peu de résultat un peu exponentiel et vraiment d'impact, tu vois? Ça met une sacrée pression de se dire: «Pourquoi j'en trouve qu'un?» En fait non, j'en aurais au moins 3, c'est le premier truc qu'on me sort souvent. Au moins 3 par jour. Oui, mais si je te disais absolument qu'il fallait que tu n'en trouves qu'un seul, et je vais te mettre dans la métaphore, je vais nous mettre dans la métaphore, avec ça ensuite, hem, bah, ça change radicalement juste le fait que tu commences ta journée, je te donne 1 heure pour faire quelque chose et je peux t'assurer qu'après je te mets une grosse boost dans ta journée qui fait que tu peux plus rien faire d'autre. Tu te pètes la jambe par exemple, tu pars à l'hôpital. Et du coup là, si je te dis: «Bon, tu as quand même le droit de choisir un truc plutôt que rien», bah, là, c'est ce truc, je crois pas que tu vas le choisir, au doigt mouillé, dans le vent. Donc tu vas vraiment prendre le temps de te poser, te dire: «Quel est ce truc, cette tâche que si je l'avance vraiment, je sentirai que ma journée n'est pas entre guillemets «gâchée» ou n'est pas, je n'aurais pas le droit de dire: «J'ai rien fait de ma journée», tu vois? Ou juste, que je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Non, parce que tu as pris ce temps stratégique. Du coup, le conseil que je donne par rapport à ça et qui est apparemment suffisamment parlant, c'est le fait de s'imaginer, en fait, dans une pièce. Cette pièce, j'aime bien, parler de la pièce préférée de votre maison. D'imaginer que dans cette pièce, il y a un feu. Regardez partout autour de vous, voyez des flammes grandes, vraiment chaudes.
vous, dans le périmètre dans lequel vous êtes, vous ne risquez rien. Et en fait, là, je vous dis, vous allez sortir de cette pièce, mais avant de sortir, vous avez le droit de prendre qu'une seule chose, avant que vous fassiez brûler. Si vraiment vous deviez choisir une seule chose, vers quoi vous vous dirigez? Vers quel objet? Tu vois? Et là, cet objet, quand on le transpose à la journée, ça devient votre one thing. Quel est ce truc que si ma journée s'enflamme, je ne puisse ressortir qu'avec une seule chose? Et ce temps de réflexion-là, même s'il peut être un peu challengeant parce qu'on se dit: «Ah, on laisse tout le reste». Oui, mais au moins, tu fais ce truc qui est important pour toi. Et juste cette métaphore, elle permet vraiment de se recentrer sur, de forcer son cerveau encore plus à se dire: «Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire?» Et ensuite tout le reste, c'est du plus, en fait. Si vous avez fait votre première chose qui est importante, bah, OK, du coup, vous avez votre petite liste avec vos 3 autres actions qui sont hyper importantes à la suite de ça. Vous pouvez faire en plus et alors je peux te dire que d'un point de vue même, neuroscientifique, le dopage hormonal de ton cerveau, te dire: «Waouh, j'ai fait ça, il est 10h30, j'ai terminé ma journée et en plus, bah, j'ai le temps de faire d'autres trucs, qui vont me permettre d'avancer sur ça, ça, ça». Hem et bah, du coup, tu as l'impression d'être dans le plus, plutôt que dans la journée ou dans ce que me partage très régulièrement, d'être dans cette impression d'être dans le moins. Genre, je n'ai pas le temps de vraiment prendre le temps de me ressourcer, je n'ai pas la disponibilité mentale pour me mettre à fond dans ce que je fais, j'ai l'impression que je cours partout, que ma journée gonfle de partout et que ma liste est infinie de choses à faire. Et le fait de vraiment orienter son attention, c'est vraiment faire ce qui compte vraiment et de laisser le superflu, laisser le reste derrière. Parce que clairement, notre cerveau est vraiment formaté pour répondre aux urgences. C'est fait comme ça. Si on a un mammouth qui nous tombe dessus, on n'a pas envie de se demander: C'est quoi ma vision de vie, dans 5 ans?» Non, on va avoir une réaction au mammouth, il va falloir fuir immédiatement. Donc on est formaté pour, réagir immédiatement et aux urgences et à la petite notification rouge qui nous tombe là avec un petit son sonore assez sympathique en plus dont nos cerveaux adorent et raffolent. Ou, le fait qu'il y ait des urgences extérieures aussi de une personne qui nous appelle au dernier moment, bah, grand-maman nous appelle et bah, on se dit: «Bah, si je lui réponds pas, en plus, je ressens une pression sociale, donc il y a une forme d'urgence». Tout d'un coup, ça devient important. Oui, mais ensuite, pendant un mois, peut-être qu'on n'avance pas sur, cette activité qui va peut-être aider 1 million de personnes derrière. Mmh. Peut-être qu'on n'avance pas sur, cette relation qui, si, elle se développe, bah, pourra tout changer, pour moi, pour, ma famille, que sais-je. Et du coup, c'est juste, sans culpabilisation évidente, c'est, faire ce choix de: «Aujourd'hui, si quelque chose est prioritaire pour moi, avec quoi je ressors de la pièce en feu?» tu vois? Trop bien, très belle métaphore. Et toi, du coup, si, justement, tu es productive dans ce que tu veux, que ça a du sens, dans Oui. 5-10 ans, où est-ce que tu te vois? Ah ouais, bah, clairement l'image qui me vient à chaque fois en une fraction de seconde, c'est je me vois diffuser ce message, même là que j'ai pu commencer à ébaucher, dans ce podcast, sur une scène, pendant une conférence, avec des personnes vraiment qui sont dans cette recherche-là de je vais mettre le doigt encore plus sur ce qui compte pour moi, sur comment je vais investir ce temps de vie, tu vois? Et ce qui me touche dans cette image, cette représentation-là, de pouvoir partager, à un grand nombre, c'est d'avoir vraiment cette perception qu'en une même 10, 20, 30 minutes, de pouvoir radicalement semer une graine dans la tête de personnes qui vont pouvoir ou pas l'arroser, la nourrir et que eux mêmes puissent plus tard donc l'impact qu'on peut avoir en 20, 30 minutes, mais qu'eux-mêmes plus tard peuvent potentiellement aller planter ailleurs, pour leur propre enfant, pour cette personne qu'ils voient dans la rue et qui est souffrante, pour ce proche qui est tombé dans la dépression et que cette graine puisse ensuite être diffusée parce que comme je te dis, je crois vraiment beaucoup à la connexion humaine. Je sais que c'est extrêmement puissant et le fait de pouvoir être porteuse de pouvoir aider à planter une graine chez les autres, pour moi, ça a énormément de sens, tu vois? Et donc pour moi, le la forme de la conférence me parle énormément, de pouvoir diffuser ce message, faire des interventions, dans différents séminaires. Moi, ça me transporte, ouais. Donc 5, 10 ans, je me vois vraiment faire ça. Dans des écoles, des universités, pour des grandes conférences.
Toi, pour les personnes qui écoutent, c'est quoi, quelles ressources comme des livres, des méthodes, des vidéos ou que sais-je, qui est en lien avec justement ton expertise sur le sens et ce rapport au temps, cette productivité? C'est quoi les ressources que tu pourrais, conseiller déjà pour faire Mmh. un step? Moi, clairement, j'adore le bouquin de One Thing de Gary Keller. Heu, Moi, c'est celui-ci m'a beaucoup déjà renversée. Le tout premier que j'ai pu lire, c'est aussi, The Miracle Morning, donc attention, je ne dis pas que tout le monde doit être du matin, mais juste ce livre m'a fait prendre conscience juste du sas que l'on s'autorise pour soi-même, pour prendre un peu plus de pouvoir dans son temps, dans sa vie, dans sa journée, tu vois? On peut s'autoriser ce moment où, bah, lui, dans son bouquin, il parle de méditation, mais on n'est pas toujours obligé de faire de la méditation, ça peut être, hyper ennuyant pour certains. Ça peut être, de prendre ce temps de peinture, de cuisine en pleine conscience, de prendre ce temps, pour faire du yoga au soleil, ça peut être juste de s'autoriser ces sas où on se sent pleinement vivant, tu vois, dans cette journée. Donc moi, en tout cas, là, c'est 2 bouquins qui me sont venus d'un coup. Le One Thing, c'est pour, même la métaphore du feu dont j'ai pu, vous parler. Enfin, la métaphore, je l'ai un peu inventée, mais, l'idée du One Thing, en tout cas, est dans le livre. Sinon, toujours dans cette catégorie-là, gestion du temps, en vrai, il y a vraiment énormément de ressources bien, mais au-delà de juste productivité, organisation, dont on peut trouver beaucoup de bouquins ou quoi, je dirais que juste le fait d'écouter des podcasts, si je peux me permettre de répondre ça, ouais. Le fait d'écouter des podcasts qui vous parlent, des vidéos sur YouTube où en fait, ces personnes vous permettent de trouver ce pourquoi ça a du sens pour vous de vous organiser. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre dans votre journée? C'est quoi votre journée, votre semaine idéale? Bah, ça, on le sait que parce qu'on se connaît soi aussi. Donc juste des ressources, des vidéos ou quoi qui nous permettent de nous mettre un peu plus sur le chemin de ce qui est important pour soi, rien que dans sa vie, de mettre plus de conscience dans la vie que l'on se crée. C'est déjà un énorme premier pas avant de commencer à se dire: «Bon, bah, je vais optimiser mon temps, je vais utiliser l'IA, je vais faire du time blocking dans tout mon emploi du temps et tout». Il y a déjà juste le fait, de se connaître un peu plus soi, je dirais. Ensuite, après, on peut glisser des ressources supplémentaires, au besoin, bien sûr, si on veut quelque chose de très centré, productivité. Moi, ce que j'entends souvent aussi et je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est qu'en soi, on peut trouver plein de méthodes pour être productif, pour que ça ait du sens. Il y en a plein qui existent, je pense, on tape sur ChatGPT ou sur Google, je pense qu'on peut en Mmh. trouver plein. Les techniques SMART, enfin tout plein de trucs. Mais que tu as ajouté un truc qui est essentiel et qui pour moi peut créer beaucoup de frustration aussi pour les gens qui n'arrivent pas à appliquer des méthodes, c'est juste qu'en fait ils s'oublient. Ils pensent juste à la méthode qu'ils ont vue, qui marche super bien sur quelqu'un, mais c'est pas parce que ça marche sur un tel que cette méthode elle te correspond à toi qui tu es. Donc Totalement. c'est pour ça que, enfin, je pense que tu as dû en voir même dans les accompagnements ou de ce qu'on te dit. C'est: «Ah mais cette méthode-là, moi j'arrive pas à être, je procrastine, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à me lever tôt le matin». Ouais, mais en fait, tu pas compris, mais par rapport même, à ce qu'on avait fait en atelier, sur le lion, sur tous les modes qu'on a vus, bah, en fait, Mmh. tu es en train de te demander un truc qui est hors de ton système. Et ça, je trouve ça Exact. hyper riche de savoir ça parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui sont frustrés de pas réussir à faire des méthodes, des stratégies parce qu'on donne des conseils et tout. Et puis si tu fais pas ça, bah c'est pas bien. Je- Ça, je trouve que ça peut créer énormément de frustration et d'ingratitude envers Mmh. soi. Totalement. Ah ouais, du coup, ouais, tu disais en plus allusion au chronotype, bah, c'est totalement vrai et c'est pour ça que pour moi, m'intéresser de très près à ce rapport au temps-là, d'un point de vue gestion du temps, productivité, organisation, ça n'avait pas de sens seul. C'est pour ça que la dimension de coaching, pour moi, elle est extrêmement importante parce que soumettre des êtres humains à un système, encore une fois, rigide, déuniversalisé, la matrice d'Eisenhower, savoir ce qui est urgent, important, toutes autres sortes de méthodes. Si on n'a pas pris en compte, l'être humain dans son environnement, dans sa réalité avec ses bagages psychologiques, sa manière de fonctionner, sa manière de penser son monde, sur quoi il a besoin de s'organiser, parce que je peux vous assurer que vous êtes très, très bien organisé à certains endroits dans votre vie, c'est sûr. Et que vous gérez très, très bien votre temps sur certains endroits aussi et dans d'autres non. Du coup, il y a tout ça à prendre en compte, tu vois? Et le problème de donner des méthodes, des super outils hyper sexy, hyper bien développés en productivité et tout, pour moi, ça a très peu de sens parce que juste
essayer d'appliquer quelque chose comme ça, sans avoir pris en compte l'environnement, c'est une méthode qui est vouée à être délaissée au bout de 2 semaines, peut-être 1 mois plus tard. Ça dépend de la persévérance et du niveau de discipline de la personne. Mais est-ce qu'elle va être pour autant plus heureuse? Je ne sais pas. Et est-ce que, in fine, l'objectif pour lequel la personne veut organiser son temps, veut gérer son temps, est-ce que c'est vraiment l'outil? Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui est encore plus important? Je m'explique. Genre, une personne qui, me dit, «Je sens que mes journées débordent». Elle est en souffrance parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'elle ne n'a pas de temps pour se sentir, elle, en vie dans sa propre vie. Elle est tellement au service de son entreprise, de sa famille, de ses clients, qu'elle se fait passer après tout. Mmh. Et elle se demande à l'heure actuelle, histoire vraie, quel est le sens de faire ça? Mmh. Et là, je peux t'assurer que même si je lui trouve tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle veut pour s'organiser, structurer son temps et tout, si on commence par ça servira à rien que je sois passée par là dans 2 semaines, 1 mois, tu vois? Alors que prendre le temps de comprendre vraiment, vraiment, vraiment pourquoi est-ce qu'elle veut s'organiser, qu'est-ce qui lui manque, c'est quoi qui est en souffrance dans sa vie, parce qu'il y a des gens qui sont très heureux, avoir un emploi du temps très chaotique et tant mieux. Je n'ai pas à passer par là. Mais elle, elle est en souffrance parce qu'elle se sent passer à côté de sa vie, tu vois? Parce que le temps passe, elle se laisse guider par le flot, de son entreprise, des autres, des urgences de sa famille, mais elle se fait passer après. Et du coup, là, la question de sens de: «Pourquoi est-ce que je fais tout ça?» En fait, j'ai l'impression, j'ai peur de finir par, j'utilise le terme qu'elle utilisait, de croupir dans ma propre vie, si je ne change rien, parce que je vais avoir l'impression que je vais stagner et que je ne vais pas évoluer en tant que personne, en tant qu'individu et juste que le temps s'écoule, me file entre les doigts comme du sable me fuiterait alors j'essaierai de le retenir et c'est là qu'il y a de la souffrance et c'est là qu'on peut aller essayer d'aller chercher: «OK, est-ce que c'est vraiment mettre en place une organisation hyper béton, structurante pour encore plus des limites, poser tes limites? Ou est-ce que c'est en fait, tu veux te sentir plus confiant dans ton rôle actuel de femme, de chef d'entreprise, de mère de famille et tu vas avoir aussi ta place dans ce que tu fais et sentir qu'il y a une sphère dans laquelle tu te sens vraiment en pleine possession de ta vie et de toi-même, tu vois? Moi, j'étais en train de penser à un truc, peut-être ça va parler aux gens aussi. C'est que quelque part aussi, des fois, on va se comparer, sur la réussite de quelqu'un parce que: «Oh, mais elle arrive à bien s'organiser, elle arrive à bien avoir du temps pour faire les choses» et cetera et on perçoit une réussite, en tout cas une réussite certainement financière, mais que Mmh. derrière, potentiellement, derrière tout ce qu'elle met en place comme méthode, c'est des méthodes rigides qui font qu'au fond, potentiellement, ça a peut-être pas le sens. Donc quelque part que quelqu'un qui aime avoir du sens et qui est dans cette fluidité avec soi et qui est discipliné sur des choses qui comptent, va se comparer avec quelqu'un qui a une réussite fictive, qui est au final à l'intérieur vide et après, quelque part, moi, je suis pas prête à signer, tu vois, pour je préfère Mmh. ne pas réussir financièrement mais être aligné avec moi-même et des fois, on a tendance à se comparer avec ce type de profil, alors que moi, je signe pas pour ça, tu vois? Même si elle est c'est génial, hein. Elle fait des techniques, des méthodes, elle est disciplinée, mais pour autant, au fond, c'est enfin, je pense que c'est essentiel de pas se comparer justement à une réussite qu'on perçoit parce qu'on sait pas le vide à l'intérieur qu'il y a. Est-ce que ça a du sens ou pas? Totalement. C'est pour ça que quand, on s'inspire de quelqu'un, on n'est pas inspiré par vraiment la totalité de cette personne, mais vraiment par certaines parties. Et Mmh. en fait, c'est peut-être pas juste de voir que cette personne est hyper organisée. Au fond du fond, peut-être que ce qui nous inspire dans cette personne, c'est en fait l'impression qu'on perçoit du pouvoir qu'elle a sur sa propre vie. Et nous, est-ce que cette dimension de pouvoir dont on a besoin et qui nous inspire chez elle, c'est vraiment devenir organisatrice béton? Ou est-ce que c'est d'arriver à dire non quand on a tendance à dire oui partout, tu vois? C'est pour ça que la forme vient vraiment après le fond, parce que je trouve ça hyper fort, tu vois, de trouver le pourquoi les gens font ces choix-là, font ce qu'ils font, parce que c'est le plus gros levier qu'on puisse trouver chez quelqu'un. Si tu sais qu'est-ce qui est vraiment important pour cette personne, tu peux trouver différentes formes en plus de l'exprimer dans sa vie, tu vois? Tu peux toujours changer et si un truc va pas, ne fonctionne pas par rapport à son rythme familial ou quoi, tu peux toujours permuter de forme. Mais par contre, le fond, son besoin de se sentir en pouvoir dans sa vie, bah, ça va pas bouger à l'heure actuelle parce que c'est, le la somme de ses réflexions du moment et de ce pourquoi elle a envie d'avancer à l'heure actuelle dans sa vie et une fois qu'on a ça, qu'on tient ça, bah, la forme là, on peut l'adapter,
on peut prendre des outils un peu universalisés, mais le colmater de sorte à ce que dans son environnement social, temporel, bah, ça matche et que ce soit opérationnel, fluide, simple de l'utiliser au quotidien, tu vois? Mais avant, faut avoir fait en effet ce travail de connaissance de ce pourquoi la personne veut devenir cette personne qui gère son temps, maîtrise de sa journée, de son temps, de toutes ses actions et ses projets. Là, du coup, pour clôturer un petit peu tout ça, je vais poser 2 dernières questions. Juste là, tout de suite, c'est quoi qui te rend le plus fier? Je pense honnêtement, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, hem, à l'école. Je me définissais en tout cas comme quelqu'un de très timide. Il suffisait à peine que j'imagine prendre la parole pour rougir. Bien sûr, du coup, je te dis pas le rouge écarlate sur mon visage quand on me parlait vraiment ou quand je m'adressais à un groupe. Moi, je suis hyper fière de de la personne rien qui a réussi à publier sa toute première vidéo sur les réseaux sociaux il y a presque dans quelques jours, t 1 an. Parce que ça, c'était probablement la chose qui pouvait faire plus peur à cette petite fille, tu vois? De l'idée même de s'exprimer, de diffuser un message, de que quelqu'un entende le son de sa voix, voit son visage bouger à ce moment-là, de s'exposer devant une personne, bah, là, l'idée de mettre sur une plateforme, enfin sur internet, je me disais: «C'est une des choses qui pouvait probablement me faire plus peur». Le avant, moi, pendant que l'idée même de publier me faisait peur, pendant que je faisais la vidéo, j'avais peur, pendant que je montais la vidéo, j'avais peur. Quand je l'ai publiée, j'avais très, très peur et même après l'avoir publiée, j'avais peur et pourtant je l'ai fait et le truc qui me rend vraiment fière, c'est que j'ai fait quelque chose qui me faisait peur parce que ça avait du sens pour moi. Parce que je me disais: «C'est le début de je diffuse mon message dans ce monde». Même s'il est encore un petit peu flou, même si c'est pas parfait, même si franchement mon montage c'était vraiment carrément de la merde. Je l'ai encore laissé cette vidéo sur mon compte Instagram, hein, pour vraiment honorer cette petite fille, mais vraiment j'en ai carrément honte de cette vidéo. Mais par contre je suis vraiment, vraiment super fière de l'avoir fait parce que vraiment c'est quelque chose d'avoir très peur du regard des autres, de s'exprimer, de montrer qui on est en fait, à pour moi un groupe du coup, ou n'importe qui, inconnu même, de m'exprimer comme ça. Mais c'était une grosse leçon parce que qui me rend fière de je suis capable de faire même quand mon corps, m'alerte, même quand j'ai des joues rouges, même quand je tremble, que j'ai les mains moites, je suis quand même capable de faire si je perçois du sens. Et Mmh. là, vraiment, pour moi, derrière cette vidéo, c'était pas juste m'exprimer, c'était me prouver à moi-même que j'étais déjà capable de diffuser un message, mais aussi c'était le premier pas de cette activité que j'avais et j'ai très envie de mener loin, tu vois? En termes d'accompagnement, de vraiment pouvoir, littéralement, bah, impacter, semer ces petites graines qui vont permettre de s'épanouir, en fait, dans ce temps qui nous est à donner, tous les jours. Donc c'est trop important pour écouter la petite fille qui avait peur, tu vois? Mmh. Trop bien et ça fait une super transition du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre? Heu, Yes. Bah, du coup, bah, sur mon compte Instagram, à lucie.lemaitre-coach. Hem, j'ai un compte LinkedIn également. On peut me retrouver avec un site web. Mmh. Trop bien, trop bien. Bah, de toute façon, on va mettre tout en description. En tout cas, bah, je te remercie pour ton temps et pour tous ces partages et on se revoit très vite de toute façon sur Partage de coach. Right. Thank you, Charline. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cette conversation avec notre intervenante a inspiré, donné des clés ou même peut-être une petite étincelle pour avancer vers tes propres objectifs. Chez Partage de Coach, on croit profondément au pouvoir de la communauté et de l'entraide pour aller encore plus loin ensemble. Donc, si cet épisode t'a plu, sache que ce n'est qu'un aperçu. En rejoignant notre communauté, vous pourrez participer à des ateliers exclusifs et interactifs chaque semaine, animés par des professionnels incroyables du développement personnel, du business. Ces ateliers vont plus en profondeur pour t'aider à transformer tes ambitions en réalité. Alors, si tu veux continuer l'aventure avec nous, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Partage cette opportunité autour de toi, parce qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout n'oublie pas, tu as en toi ce qu'il te faut pour briller. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et continue d'évoluer. À très vite.